Madame la ministre, mes chers collègues, nous entendons ce soir, et normalement mieux que moi, mais je n'en suis pas sûre, Madame Naïma Mouchou, ministre des Outre-mer, dans le cadre du projet de loi constitutionnel relatif à la Nouvelle-Calédonie que notre commission examinera demain matin sur le rapport de Madame Agnès Canayer et qui sera débattu en séance publique mardi prochain. Madame la ministre, lors de votre dernière audition par notre commission en novembre dernier, dans le cadre de l'examen des crédits de la mission Outre-mer du projet de loi de finances pour 2026, vous reveniez justement d'un déplacement en Nouvelle-Calédonie et vous aviez alors évoqué l'organisation d'une consultation citoyenne anticipée qui se serait tenue à la mi-mars, ce qui aurait reporté à plus tard l'examen du volet constitutionnel prévu dans le cadre de la mise en œuvre de l'accord de Bougival, signé le 12 juillet 2025. Mais depuis l'automne dernier, le contexte a considérablement évolué et le gouvernement a lui-même changé de stratégie. La mission de facilitateur que vous aviez mandatée au début du mois de décembre, Madame la ministre, n'a, semble-t-il, pas eu la portée espérée en raison de l'opposition exprimée par le FLNKS ainsi que par une partie du Congrès de Nouvelle-Calédonie. Le projet de loi ordinaire visant à organiser la consultation citoyenne anticipée a été finalement abandonné. La priorité a été donnée à la poursuite des discussions avec les forces politiques calédoniennes. Un nouveau cycle de négociations a ainsi été ouvert par le président de la République le 16 janvier dernier, au terme duquel un accord complémentaire à l'accord de Bougival, dit Élysée-Oudinot, a été signé. Cet accord complémentaire vient préciser l'accord de Bougival sur quelques points et il actualise bien sûr le calendrier de mise en œuvre prévu initialement. Pour autant, c'est bien le projet de loi constitutionnel relatif à la Nouvelle-Calédonie, tel qu'il avait été déposé sur le bureau du Sénat le 14 octobre dernier, qui a été inscrit à l'ordre du jour de notre Assemblée. Ce projet de loi vise à inscrire dans la Constitution les orientations définies par l'accord de Bougival. Il constitue le socle d'une nouvelle architecture juridique et la base du nouveau statut institutionnel pour la Nouvelle-Calédonie, 27 ans après la signature de l'accord de Nouméa. Ce dernier est arrivé au terme de son calendrier avec l'organisation du troisième et dernier référendum sur l'autodétermination, il y a un certain temps déjà, puisque c'était en décembre 2021. Indéniablement, l'accord de Bougival comporte des dispositions inédites sur le plan juridique, à commencer par l'instauration d'un État de la Nouvelle-Calédonie, que l'accord définit lui-même comme une organisation sui generis. On peut également citer la possibilité du transfert des compétences régaliennes à l'État de la Nouvelle-Calédonie, ou encore l'adoption d'une loi fondamentale par le Congrès de la Nouvelle-Calédonie qui consacrera sa capacité d'auto-organisation. Je ne présenterai certes pas en détail l'ensemble des dispositions que comporte le projet de loi constitutionnelle, mais souhaiterais simplement vous faire part d'une interrogation. Le projet de loi renvoie à la loi organique la détermination des modalités de transfert des compétences régaliennes à l'État de la Nouvelle-Calédonie. Or, les dispositions de l'accord de Bougival, qui sont censées constituer les lignes directrices de cette loi organique, ne permettent pas de lever certaines ambiguïtés s'agissant de cette procédure de transfert. Il est précisé qu'il reviendra au Congrès de la Nouvelle-Calédonie d'adopter une résolution à la majorité qualifiée de 36 membres pour demander le transfert d'une compétence régalienne. Un comité de travail sera ensuite mis en place entre l'État et une délégation spéciale du Congrès. Un projet conjoint de l'État et du Congrès pourra enfin être soumis à l'approbation des Calédoniens. Ce projet conjoint de l'État et du Congrès nous laisse un peu sur notre faim, il faut l'avouer, en particulier qui au sein de l'État le validera. Quelle sera la suite de la procédure? La loi organique pourra-t-elle fonder à elle seule l'effectivité du transfert après qu'il aurait été demandé par le Congrès et approuvé par les Calédoniens? Ou bien le Parlement national sera-t-il appelé à se prononcer à chaque fois sur le transfert d'une compétence régalienne, comme c'est le cas, par exemple, dans le cas des transferts de compétences à l'Union européenne? Si oui, le projet de loi constitutionnelle ne devrait-il pas être plus précis? Avant de vous donner la parole, Madame la Ministre, je laisse cède à ma collègue Agnès Canayer, qui est rapporteure du texte, pour compléter cette première série de questions. Merci, Madame la Présidente. Madame la Ministre, la Présidente vient de vous poser déjà de nombreuses questions qui sont celles qui reviennent régulièrement et qui ont été soulevées lors des nombreuses auditions que nous avons menées dans un temps extrêmement contraint. Moi, j'aurais juste deux interrogations supplémentaires. J'aurais juste deux interrogations supplémentaires, si vous permettez, Madame la Ministre. La première concerne le transfert des compétences vers les provinces et l'incidence potentielle de ces transferts de compétences sur la cohérence et l'unité entre les provinces. Vous savez comme moi que ça suscite des inquiétudes fortes en Nouvelle-Calédonie, car si effectivement le
l'accord de Bougival pose le principe de ces mécanismes de transfert, comme en a parlé Madame la présidente de la commission des lois. Il renvoie à une loi organique la définition de leurs modalités. Et c'est vrai que le projet de loi constitutionnelle est assez sobre sur l'encadrement de ces transferts de compétences et qui risquerait d'arriver, et c'est la crainte, à une Nouvelle-Calédonie plutôt à plusieurs vitesses, marquée par une différenciation très forte entre les provinces, certaines étant susceptibles d'avoir plus de compétences que d'autres. Vous n'êtes pas savoir qu'ici au Sénat, on est quand même très attaché au principe de différenciation, mais concernant la Nouvelle-Calédonie, nous avons bien conscience que cela génère là-bas de grandes incertitudes. Donc si vous pouviez nous rassurer et éclairer évidemment notre vote. Ma deuxième interrogation, elle porte sur le fait que le projet de loi constitutionnelle renvoie massivement à une loi organique. Alors cette loi organique est conformément à ce qui était prévu d'ailleurs dans les accords de Bougival. Pour le moment, on n'a pas de précision sur cette loi organique. On sait qu'elle sera dense, massive. Est-ce que vous pouvez nous dire très précisément, nous donner au moins les grandes lignes pour que nous puissions être éclairés sur le contenu de cette loi organique avant l'adoption du texte par le Sénat la semaine prochaine. Je vous remercie. Merci beaucoup, Madame la Présidente, Madame la rapporteure, Mesdames et Messieurs les sénateurs. La Nouvelle-Calédonie, ça n'a jamais été un dossier parmi d'autres. C'est un engagement politique, c'est une histoire, et aujourd'hui, c'est un choix particulièrement stratégique et pour le territoire et pour le pays. La révision constitutionnelle que vous examinez s'inscrit dans un processus politique qui est engagé depuis plus de 30 ans. Ce que nous avons à décider ici n'est pas une parenthèse technique, c'est un acte de continuité. Et c'est un acte de responsabilité dans la lignée de ce que la République a su faire pour les Calédoniens quand elle a privilégié le dialogue. Cette révision vise à traduire dans la norme suprême les équilibres qui ont été patiemment construits depuis la fin du 3e référendum. C'est dans cette perspective qu'une étape importante a été franchie le 19 janvier dernier par les partenaires calédoniens venus à Paris à l'invitation du président de la République. Après 3 jours d'échanges approfondis au ministère des Outre-mer, 5 délégations sur les 6 invités ayant répondu à l'invitation ont apporté des éclairages à l'accord de Bougival signé le 12 juillet précédent. 2 textes viennent aujourd'hui le compléter. Un accord complémentaire sur le volet institutionnel et un protocole financier qui est destiné à consolider le pacte de refondation qui avait déjà été présenté en amont par le Premier ministre. Ces travaux ont permis de trouver un équilibre politique important, mais fragile. Parvenir à un tel compromis n'est jamais simple. Les partenaires sont venus ensemble le présenter devant le groupe de contact du Sénat quelques jours après sa signature pour témoigner de leur engagement commun à mettre en œuvre un nouveau cadre institutionnel pour la Nouvelle-Calédonie. La signature de l'accord de Bougival par toutes les délégations calédoniennes, y compris le FLNKS, a été l'aboutissement de mois de négociations exigeantes et de travaux techniques qui ont été menés avec l'ensemble des forces politiques représentées au Congrès de la Nouvelle-Calédonie. Cet accord de Bougival traduit la volonté de bâtir un cadre institutionnel renouvelé et pérenne, après des années d'impasse consécutives à la séquence référendaire prévue par l'accord de Nouméa, et après les violences de mai 2024 qui ont fracturé la société calédonienne et qui ont confirmé la nécessité d'un nouvel accord global, porteur de stabilité. Cet accord de Bougival ouvre des avancées institutionnelles majeures. Il prévoit notamment la création de l'État de la Nouvelle-Calédonie, inscrit dans la Constitution française, qui pourra être reconnu par la communauté internationale, la reconnaissance d'une double nationalité, une nationalité calédonienne qui coexiste avec la nationalité française, la création d'une loi fondamentale de la Nouvelle-Calédonie pour consacrer sa capacité d'auto-organisation, l'ouverture du corps électoral pour les prochaines élections provinciales de 2026 aux natifs, c'est-à-dire 12 000 personnes dont la moitié de statut civil coutumier, et aux résidents depuis au moins 15 ans, 5 900 personnes, le transfert de la compétence en matière de relations internationales dans le champ de ses compétences propres, permettant à la Nouvelle-Calédonie d'agir, de signer, de coopérer directement avec ses voisins dans le respect des engagements et des intérêts de la France, la faculté pour le Congrès de la Nouvelle-Calédonie, à la majorité qualifiée de 36 membres sur 56, d'adopter une résolution demandant le transfert de compétences régaliennes,
le maintien par l'État des compétences de défense, de sécurité et d'ordre public, de justice et de monnaie, avec une association étroite de la Nouvelle-Calédonie à l'exercice de ces compétences. Une séquence de discussion en janvier a eu lieu d'ailleurs au ministère des Outre-mer qui a permis d'envisager de manière concrète de premières modalités d'association. Désormais, en signant l'accord Élysée-Oudinot, les partenaires ont rappelé leur attachement aux avancées de Bougival et elles se sont accordées sur des précisions sur 5 points essentiels. La reconnaissance de l'identité kanak et l'affirmation de l'identité calédonienne, l'exercice du droit à l'autodétermination, l'attractivité économique, la loi fondamentale et la capacité d'auto-organisation et le calendrier indicatif de mise en œuvre. S'agissant d'abord des identités, la pleine reconnaissance de l'identité kanak inscrite dans le préambule de l'accord de Nouméa, qui demeure un texte fondateur, a été confirmée. Les partenaires ont également conforté l'affirmation de l'identité calédonienne en lien avec l'émergence de la notion de peuple calédonien. Dans le sillage du chemin du pardon proposé par le chef de l'État en juillet 2023, ils ont choisi d'inscrire dans l'accord la voie d'une réconciliation des mémoires et des communautés afin de réparer les blessures du passé et de bâtir une concorde calédonienne. Ces précisions visaient aussi à répondre aux craintes exprimées par le FLNKS et par le Sénat coutumier à propos du préambule de l'accord de Bougival. Je regrette que le FLNKS n'ait pas pris part à cette séquence. Je sais néanmoins qu'au sein même de l'Union calédonienne, des voix s'étaient exprimées en faveur de la participation. Preuve que le débat traverse aujourd'hui ce mouvement et qu'il continue de s'y structurer. Nous sommes à un moment où le dialogue est indispensable. Les enjeux sont trop importants pour que les échanges s'interrompent durablement. Et le FLNKS, je le sais, n'est pas figé. Ses positions ont évolué ces derniers mois, ses débats internes sont réels et traduisent une réflexion en cours sur les perspectives institutionnelles. En août 2025, sa délégation évoquait l'accord Kanaki pour une pleine indépendance à horizon 2027. En novembre, lors de nos échanges, elle mettait en avant le projet de DEVA. Les lignes bougent. Et la réélection d'Emmanuel Djibaou à la présidence de l'Union calédonienne en est aussi, je crois, un signal. Ma porte reste donc ouverte. L'accord ouvre de véritables avancées, ce qui explique que les indépendantistes du Palika le soutiennent aussi. Le Palika, qui il y a 3 mois s'est retiré définitivement du FLNKS, dont il était membre fondateur depuis 41 ans. Le Palika qui dit continuer de porter le projet d'indépendance et qui explique notamment ne plus se reconnaître dans les décisions prises sans aucune concertation par le FLNKS, alors que le mouvement continue de prôner le dialogue et le consensus avec tous les partenaires politiques. Un état d'esprit qui l'a conduit à défendre l'accord du Bougival qui, dit-il, fixe le chemin d'accès progressif à la souveraineté. Concernant le second point, l'exercice du droit à l'autodétermination, les partenaires ont souhaité dépasser la logique des référendums binaires issus de l'accord de Nouméa. Ce droit s'exprimera désormais à travers un mécanisme de transfert progressif des compétences régaliennes, fondé sur des majorités renforcées et sur l'approbation par consultation des Calédoniens. Cet équilibre incarne l'esprit de consensus des partenaires et le fameux pari de la confiance de Bougival. Les échanges ont été approfondis, notamment dans le cadre d'un atelier dédié à l'association de l'exercice des compétences régaliennes. Ils nourrissent d'ailleurs le travail sur la loi organique. Le relevé de conclusion qui a été remis aux partenaires à Paris après une journée de travail, que ce point formalise le champ des possibles et souligne l'ampleur du travail à venir pour traduire les accords en dispositions opérationnelles. Le comité de suivi prévu par l'accord jouera désormais un rôle central dans l'accompagnement de cette association. L'accord complémentaire précise qu'il aura notamment pour mission d'en évaluer la mise en œuvre et d'alimenter la réflexion sur un éventuel transfert des compétences régaliennes. Les modalités concrètes seront définies dans le cadre de la loi organique par les acteurs politiques calédoniens eux-mêmes. Les partenaires ont également réaffirmé l'ambition des provinces en matière d'attractivité économique. Elle demeure l'échelon privilégié du développement économique et social de la Nouvelle-Calédonie. La future loi organique traduira ses compétences et ses outils, tout en garantissant la solidarité territoriale. Chaque province pourra ainsi conduire des politiques d'attractivité et de développement adaptées à ses spécificités. Le risque d'une hyperprovincialisation a été écarté, l'État y a veillé. Je veux rassurer ceux qui sont inquiets, l'unité de la Nouvelle-Calédonie ne saurait être remise en cause. Les précisions apportées viennent confirmer cette exigence. Concrètement, un transfert partiel de la compétence fiscale est envisagé dans un cadre défini par la loi organique. La nature des impositions, les marges de modulation de l'assiette et des taux. Transfert qui sera assorti de la garantie d'un mécanisme de solidarité financière permettant de poursuivre l'objectif de rééquilibrage.
Les transferts des compétences du territoire vers les provinces ne sauraient être ni automatiques ni de plein droit, ainsi que l'a rappelé le Conseil d'État dans son avis. Sur le plan institutionnel, les partenaires ont souhaité préciser la hiérarchie des normes définies par l'accord de Bougival, reprenant la position du Conseil d'État. Le champ ouvert à la loi fondamentale pourra être large et le législateur organique ne saurait en restreindre l'étendue sans méconnaître le principe d'auto-organisation. Le nouveau calendrier prévisionnel de mise en œuvre prévoit successivement la publication de l'accord au journal officiel, ce qui est désormais chose faite, la révision constitutionnelle, la présentation de l'avant-projet de loi organique, la consultation des Calédoniens, puis l'organisation des élections provinciales avant la fin de l'année. Le calendrier parlementaire envisagé prévoit l'examen en séance du projet de loi constitutionnelle à l'Assemblée nationale la semaine du 30 mars, puis la réunion du Congrès de Versailles en avril à titre purement indicatif. Si une navette s'avérait nécessaire pour parvenir à un texte stabilisé et partagé, elle serait naturellement engagée. Tout ceci relève de la souveraineté du Parlement. Le texte que j'ai aujourd'hui l'honneur de vous présenter n'est pas un acte unilatéral de l'État. Il a été construit dans le cadre d'un comité de rédaction qui avait été installé par le ministre d'État Manuel Valls le 20 août dernier à Nouméa pour poursuivre la dynamique de négociation et de construction collective et transpartisane qui a conduit à la signature de l'accord. 5 formations politiques sur 6 y ont contribué. Ce projet de loi constitutionnel comporte 3 articles. L'article 1er est une disposition qui entrera en vigueur dès le lendemain de l'adoption du projet de loi constitutionnel au Congrès. Il prévoit la consultation des Calédoniens. Le corps électoral sera celui des consultations référendaires mises à jour. L'ensemble des autres dispositions entrent en vigueur uniquement si les accords sont approuvés. L'article 2 porte sur l'ensemble des dispositions relatives à l'évolution statutaire de la Nouvelle-Calédonie. Le titre 13 de la Constitution s'intitulera désormais « De l'État de la Nouvelle-Calédonie » et comprendra 5 articles. L'article 76 crée la loi organique, dont le rôle sera notamment de déterminer la répartition des compétences entre l'État et les institutions de la Nouvelle-Calédonie, les modalités de transfert des compétences, y compris régaliennes, de l'État vers la Nouvelle-Calédonie, les conditions d'exercice de la compétence en matière de relations internationales, les dispositions relatives aux compétences des provinces. L'article 77 crée la loi fondamentale, adoptée par le Congrès calédonien. Elle dispose d'un domaine exclusif, charte des valeurs calédoniennes, code de la citoyenneté, signe identitaire. Elle dispose d'un domaine partagé avec la loi organique où elle pourra intervenir dans tous les champs qui seront laissés libres par le législateur organique. Organisation et fonctionnement des institutions calédoniennes, répartition des compétences entre les institutions, domaine respectif des actes législatifs et réglementaires, et d'une possibilité d'être habilité par la loi organique spéciale à compléter ou préciser certaines de ces dispositions. L'article 78 prévoit que certaines mesures peuvent être prises par la loi. L'article 79 crée la nationalité calédonienne en reprenant les critères fixés dans l'accord du 12 juillet 2025. L'article 80 fixe le corps électoral spécial pour les élections provinciales de 2026 et il prévoit que, sauf si la loi fondamentale n'a pas été adoptée, à compter des provinciales de 2031, seront admis à participer l'ensemble des électeurs de nationalité calédonienne. Enfin, l'article 3 précise les modalités en vigueur du projet de loi constitutionnel. Ce projet de loi constitutionnel, déposé le 14 octobre sur le bureau du Sénat, fera l'objet de plusieurs amendements qui visent d'abord à prendre en compte la nouvelle date maximale de consultation des Calédoniens, qui est fixée au plus tard le 26 juillet 2026 et non plus le 26 avril, qui vise à intégrer le nouvel accord afin d'en constitutionnaliser les orientations, qui vise enfin à reporter les élections provinciales en prévoyant par un nouvel article leur tenue au plus tard le 20 décembre 2026 et à titre exceptionnel pour ce scrutin, l'adoption par décret en Conseil d'État des mesures nécessaires à son organisation. Je finis sur le volet institutionnel en évoquant la loi organique. Le travail de rédaction d'un premier projet de texte de loi organique a été initié par la Direction générale des Outre-mer. Je vous ai adressé, Madame la Présidente, Madame le rapporteur, ainsi qu'à l'ensemble des présidents de groupe, une note de la Direction générale des Outre-mer sur ce projet de loi organique, ainsi que différents documents, notamment un tableau prévisionnel de répartition des articles entre la loi organique et la loi fondamentale, et un relevé de conclusion sur l'atelier consacré aux compétences régaliennes en janvier dernier, établi avec l'ensemble des forces politiques. Cette première base de rédaction ouvrira une phase de concertation interministérielle de plusieurs semaines.
Le texte sera ensuite, dans un second temps, entre mars et avril, soumis à un comité de rédaction qui réunira les partenaires calédoniens. La Direction générale des Outre-mer, le Haut Commissariat, à minima, seront mobilisés pour accompagner ce travail. Dans ces conditions, il ne sera pas possible, vous le comprendrez, de présenter à ce stade, au moment où je vous parle, une loi organique entièrement rédigée. L'ampleur du chantier implique des concertations approfondies avec les partenaires. Ce n'est qu'à l'issue de ce processus que le gouvernement sera en mesure de communiquer sur un projet de texte stabilisé. Mais le calendrier de travail, tel que prévu au point 5 de l'accord Élysée-Oudinot, prévoit la présentation d'un avant-projet de loi organique en mai, afin que les Calédoniens puissent en disposer lors de la consultation sur l'approbation des accords, attendue en juin ou juillet. Le Parlement serait ensuite saisi du projet de loi organique à l'automne pour une adoption avant la fin de l'année. Enfin, aucun cadre institutionnel ne tient sans perspectives économiques et sociales. Les partenaires calédoniens ont souhaité compléter le pacte de refondation, conformément aux orientations économiques et sociales de l'accord de Bougival. Structuré autour de 5 piliers, doté de près de 2 milliards d'euros sur la période 2026-2030, ce pacte traduit un engagement fort de l'État, malgré un contexte budgétaire exigeant. Le protocole financier doit permettre de répondre aux enjeux de relance, notamment de la filière nickel, de pérennisation du système social et de désendettement de la Nouvelle-Calédonie. Concrètement, il se traduit dès 2026 par 1,1 milliard d'euros de financement, 130 millions d'euros pour l'attractivité et recréer des emplois, une baisse de l'impôt sur les sociétés, des garanties bancaires, de la défiscalisation pour les entreprises qui ont été détruites, 30 millions d'euros pour les investissements dans les infrastructures, plus de 500 millions d'euros pour soutenir la filière nickel, 12 millions d'euros pour donner des perspectives à la jeunesse, les services civiques, les éducateurs spécialisés, le RSMA, 429 millions d'euros pour le soutien aux finances publiques par des PGE, des subventions, une année blanche, 10 millions d'euros pour l'urgence sociale. Madame la Présidente, Madame la Rapporteure, Mesdames, Messieurs les sénateurs, les partenaires calédoniens ont ouvert une nouvelle étape du dialogue qui a permis d'aboutir à un compromis équilibré. Il n'existe aujourd'hui ni alternative ni contre-projet partagé, chacun en a conscience. Ce processus ne pourra aboutir que par une mobilisation conjointe du gouvernement et du Parlement. Après des années d'impasse politique, après les fractures que les émeutes ont révélées et la crise économique et sociale qui en a résulté, la Nouvelle-Calédonie a besoin d'une stabilité retrouvée. C'est précisément ce que permettent les accords. Les points qui faisaient débat ont été précisés et le protocole financier qui les accompagne offre enfin au territoire les moyens de se redresser. Il ne produira pleinement ses effets qu'avec de la visibilité pour les acteurs économiques. Au fond, cette révision constitutionnelle poursuit une ambition, réaffirmer la place singulière de la Nouvelle-Calédonie à travers une trajectoire institutionnelle inédite. Il s'agit de tourner une page sans en renier l'esprit et d'ouvrir un nouveau chapitre pour que les Calédoniens puissent écrire leur avenir en confiance. Dans un contexte géopolitique instable, au sein d'une région pacifique où les convoitises s'affirment, la stabilité de la Nouvelle-Calédonie n'est pas un enjeu lointain. Elle touche à notre présence dans le monde et au rapport que la France entretient avec lui. La phase parlementaire sera décisive pour que ce processus se concrétise. Je forme le vœu que la Nouvelle-Calédonie demeure, ici comme par le passé, un sujet de responsabilité collective au-delà des clivages et des échéances qui arrivent, car au bout du chemin, ce sont bien les Calédoniens qui décideront, le dernier mot leur appartiendra. Je vous remercie. Merci Madame la Ministre. Ça coince. Bon, c'est pas mieux. Alors, je vais donner la parole à ceux qui la veulent, et à commencer par Madame Corinne Narassika. Merci Madame la Présidente, Madame la Ministre, merci pour votre exposé très, très complet. Vous savez, non seulement parce qu'on l'a rendu public, mais aussi parce qu'on a eu des échanges auparavant, que pour les socialistes, ce projet de loi constitutionnel dans ce calendrier basé sur cet accord de Bougival éclairé par l'accord complémentaire Élysée-Oudinot est très insatisfaisant et nous paraît très honnêtement un pari impossible.
J'ai assisté, et quand je n'étais, et souvent avec moi, et quand je n'étais pas là, Patrick Kanner y a assisté aux auditions organisées par la rapporteure Agnès Canayer. Ce qui a été très clair dans ce qui revenait de manière récurrente de la part de très nombreuses personnes auditionnées, que ce soit des juristes, des Calédoniens, représentants de partis politiques ou d'autres Calédoniens, c'était cette question du 4e report. Je vais commencer par là. Qui pose vraiment un problème fondamental. Nous avions le Parlement national voté le 3e report sur la base d'une proposition de loi transpartisane qui au départ avait été élaborée au moment où nous pensions que l'accord de Bougival était un accord consensuel. Et ensuite, lorsque nous sommes venus, bien sûr, entre-temps, il y a eu le retrait regrettable de l'UCF-NKS de cet accord, nous avons choisi dans les débats au Parlement, qui ont commencé au Sénat et qui ont donné aussi le ton, puisqu'on sait ce qui s'est passé à l'Assemblée nationale, et donc c'est essentiellement au Sénat puis la CMP, nous avions décidé de changer vraiment l'intention politique qui était donnée à ce report, à ce 3e report, qui non seulement devait être le dernier dans notre esprit, suivant l'avis du Conseil d'État, mais aussi confirmé ensuite par l'avis du Conseil constitutionnel pour des raisons fondamentales de respect des principes de notre démocratie, aussi bien pour la Nouvelle-Calédonie que pour les jurisprudences potentiellement risquées que nous pourrions établir en droit français. Et par ailleurs, l'autre intention de ce 3e report, c'était en changeant l'intitulé, d'abord sur un amendement socialiste au Sénat, puis sur un autre amendement des députés socialistes en CMP, de changer l'intitulé pour dire clairement que l'objectif devait être d'élargir le consensus. Malheureusement, la manière dont la convocation aux réunions Élysée-Oudinot a été formulée n'a pas été propice à l'élargissement de ce consensus et par ailleurs donc débouche sur un calendrier qui exige de nous de voter un 4e report. Et donc ce 4e report, c'est un vrai problème démocratique. Pour la Calédonie d'abord, parce que maintenant on est, ce sont des mandats de 5 ans qui donc seraient rallongés de 2 ans et demi, donc de 50%, ce qui est quand même très problématique, et donc avec un sentiment qui nous est remonté à travers les auditions des Calédoniens qui, y compris parmi ceux qui sont très favorables au fait qu'on avance sur l'accord, interrogent ce 4e report, sont mécontents de ce 4e report parce qu'ils ont l'impression que les élus calédoniens sont simplement allés négocier une sécurité pour eux-mêmes et ce sont ces élus dont la légitimité est de plus en plus contestée, démocratique de plus en plus contestée, puisqu'ils ont été élus donc en 2019 maintenant, qui seront appelés aussi qui non seulement sont bien sûr signataires non seulement de l'accord de Bougival, mais aussi celui d'Élysée-Oudinot, mais qui seront appelés à se prononcer en congrès sur le projet de loi organique, seront aussi appelés à faire la campagne pour la consultation, consultation sur l'accord constitutionnalisé. Tout cela nous incite à penser qu'il y a il va y avoir un problème de légitimité. Il y a déjà un problème de légitimité politique qui est directement associé à ce 4e report. Et pour la France, vraiment, après un avis du Conseil constitutionnel qui dit qu'on est allé au bout des extensions de durée de mandat, demander aux constituants de contourner un avis du Conseil constitutionnel sur un sujet aussi fondamental,
bien sûr, c'est normal, les révisions de la Constitution sont possibles parce que c'est normal de penser qu'on peut faire évoluer la Constitution, qu'on peut considérer qu'un avis du Conseil constitutionnel mérite qu'ensuite on prenne des mesures pour changer la Constitution. Mais enfin, c'est pas de ça qu'il s'agit là. Il s'agit de déroger à l'esprit de ce qu'est la représentativité, la légitimité démocratique des représentants des élus. Et donc ça, et je vais vous le dire franchement, dans un contexte où il est tout à fait possible que ce soit l'extrême droite qui gagne les élections l'année prochaine, c'est un précédent auquel on devrait beaucoup réfléchir avant de l'établir en droit français, que dans des situations suffisamment exceptionnelles, le constituant peut décider qu'on peut rallonger de 50% le mandat d'élu de la République. Voilà. Donc ça, c'est vraiment le sujet le quatrième report est vraiment très problématique pour nous. Et puis par ailleurs, comme je l'ai dit, le fait que, et quoi qu'on pense de l'attitude du FLNKS, le fait est que dans le processus calédonien, nous sommes dans un processus de décolonisation. Et donc, le fait qu'une partie dont l'importance historique l'importance historique est le FLNKS, même si bien sûr aujourd'hui il a changé de composition, soit resté en dehors de l'accord, qu'on n'ait pas un accord qui soit consensuel, qui inclut une part suffisamment significative des indépendantistes kanaks, est un problème pour l'avenir de cet accord. C'est-à-dire qu'on pourrait très bien, imaginons qu'il ne se passe pas ce qu'on sait tous qui va se passer à l'Assemblée nationale et qu'on arrive au bout de la navette et qu'on arrive à convoquer le Congrès à Versailles en avril ou en mai. Mais en réalité, on sait tous que c'est quand même très très compromis. Imaginons que cela est possible. On va avoir un accord qui politiquement sera un accord extrêmement fragile, dont la mise en œuvre sera extrêmement difficile. Et pour la stabilité de la Nouvelle-Calédonie, procéder de cette manière ne nous paraît pas être la bonne manière justement de garantir l'avenir de la Nouvelle-Calédonie. L'accord que nous devrons constitutionnaliser doit être un accord qui est le dernier accord pour aller au bout du processus de décolonisation. Et là, il y a encore trop d'interrogations sur la manière dont justement cet accord garantit la fin du processus de décolonisation. Et parce qu'il s'agit de la Nouvelle-Calédonie, le constituant ou le législateur organique plus tard n'a pas la liberté politique d'amender comme il le veut. Il ne peut le faire vraiment que sur la base d'un véritable consensus des parties calédoniennes. Ce n'est pas à nous de modifier par amendement l'esprit d'un accord noué entre les parties calédoniennes parce qu'on peut amender pour bien sûr pour consolider juridiquement, pour s'assurer que la qualité de la loi est bonne, mais l'esprit politique de l'accord, c'est aux Calédoniens de le définir, parce que c'est l'esprit de ce qu'est le processus de décolonisation. Ça n'est pas à nous de le faire. Et donc de nous mettre dans une position où nous devons quand même, nous devrions voter un projet de loi constitutionnel alors que justement le travail avec les parties calédoniennes sur le projet de loi organique n'a pas encore eu lieu. Et où l'accord, contrairement à l'accord de Nouméa, renvoie beaucoup d'éléments à la définition dans l'accord, dans le projet de loi organique, c'est un problème, c'est une responsabilité lourde que vous demandez de prendre au Parlement français. Et donc c'est pour ces raisons que, à l'état actuel des choses, les socialistes ne voient pas comment nous pourrions voter le projet de loi constitutionnel en l'état. Madame la ministre. Merci beaucoup, Madame la Présidente. Madame la sénatrice, excusez-moi, sur la question du calendrier, je vous rejoins sur l'idée que c'est un calendrier très imparfait.
est pour partie très insatisfaisant, mais il est indispensable, ce calendrier aujourd'hui. Il est indispensable parce que il faut que le projet constitutionnel soit voté, il faut que la consultation des Calédoniens puisse se tenir, que le projet de loi organique puisse lui-même être examiné et que pour que toutes ces étapes successives puissent se faire dans des délais raisonnables, bien que contraignants, il fallait reporter les élections provinciales à la fin de l'année. Moi, je pars du principe que le processus n'est possible qu'avec les élus actuels, avec ceux qui ont participé aux discussions, aux négociations depuis des mois. Ceux qui se sont impliqués depuis Bougival, depuis l'été dernier, mais déjà avant, avec le ministre d'État, ce sont des discussions longues. Elles ont permis d'aboutir aux résultats qu'on connaît, et il me paraît indispensable de pouvoir continuer à faire porter ce processus par ceux qui l'ont souhaité. D'ailleurs, ils seront eux-mêmes amenés à construire le projet de loi organique sur la base des échanges qui auront déjà eu lieu depuis novembre jusqu'à maintenant. L'idée étant bien que le projet de loi organique puisse émaner d'abord d'un consensus aussi des partenaires calédoniens, de la même manière qu'il est tout à fait légitime que ce soit les élus qui aient participé à ce processus qui puissent aller faire campagne au moment de la consultation des Calédoniens. Bien sûr que la démocratie, vous avez raison, c'est la tenue des élections. C'est pour ça que je dis que vous avez raison, ça n'est pas satisfaisant en l'état. Mais c'est une nécessité, mais la démocratie, et c'est une nécessité aussi parce que la démocratie, c'est aussi le cadre. Si nous ne reportions pas les élections à décembre, ça veut donc dire que la limite fixée par le Conseil constitutionnel s'applique, c'est donc le mois de juin prochain. On se retrouve en plein milieu du processus, donc dans un cadre institutionnel instable, illisible. J'ai peur... en ce qui me concerne, j'ai peur d'un processus qui soit davantage un processus ou une élection de confrontation que de légitimation des élus. J'ai peur que, du fait qu'on soit plein milieu du gué, finalement, on se retrouve avec des tensions sur le territoire, avec une campagne qui ressemblerait davantage à un référendum autour de la question de l'indépendance ou de la non-indépendance, que sur le sujet lui-même. J'ai peur aussi qu'une fois passée cette étape, eh bien, les nouveaux élus décident de stopper net toute discussion. C'est aussi une autre éventualité, ce qui n'est pas dans l'intérêt du territoire. Voilà pourquoi je dis qu'il faut donner sa chance à ce processus imparfait, mais qui a le mérite d'abord de donner un calendrier, donc de la visibilité, donc de préparer les choses, qui permet de faire avec des élus qui connaissent la matière, puisqu'ils ont été aux avant-postes de la discussion depuis le début. Je crains que si nous devions aller vers un nouveau congrès, nous ne sachions pas ce sur quoi les nouveaux élus souhaitent ou non travailler, et que finalement on se retrouve dans une forme d'impasse, ce qui n'est pas effectivement dans l'intérêt, vous le comprendrez bien, des Calédoniens. Sur le projet de loi organique. Oui, vous avez raison, ça c'est le cœur du réacteur, puisque c'est le projet de loi organique qui va définir toute l'architecture, toute l'organisation du territoire. En fait, c'est là où les sujets, les vrais sujets, j'ai envie de dire, c'est là où ça va se jouer. Il n'est pas rédigé, je vous l'ai dit, il n'est pas écrit, c'est un travail de grande ampleur, et c'est un travail qui ne peut pas se faire sans les partenaires calédoniens. L'État ne peut pas prendre la plume et écrire à la place des forces politiques ce que c'est que le transfert des compétences, dans quel cadre, dans quel délai. Ce sont des questions d'abord locales, qui doivent, je l'espère, en tout cas c'est notre objectif, s'écrire dans une forme de consensus pour les Calédoniens, pour faciliter aussi le travail du Parlement dans un second temps. Ce que je peux vous garantir, excusez-moi, sur ce texte, c'est une méthode, en ce qui me concerne. La transparence et l'information. Méthode maximale, je ferai tout. J'ai demandé très vite, au lendemain de la signature de Bougival, Élysée ou Dino, j'ai demandé à la Direction générale des Outre-mer de déjà déblayer le terrain, de défraîchir ce projet de loi massif. Travail donc, qui est en cours, des grandes orientations qui ont été données. C'est le document que je vous ai transmis.
Je souhaite ensuite qu'un travail rapide se mène là, à partir de la semaine prochaine, sur le territoire, avec les forces politiques, en y impliquant bien sûr la DGOM, le commissariat, peut-être une personnalité qualifiée, peut-être d'ailleurs des parlementaires s'ils souhaitent y être associés, en tout cas un travail sur place pour que les forces politiques puissent structurer au maximum, elles aussi, ce projet de loi organique, avec un retour prévu, parce que nous mettrons nous-mêmes des contraintes de temps, à fin mars, disons, pour que, avant l'examen à l'Assemblée nationale, eh bien, je puisse vous redonner rendez-vous, si vous le souhaitez, dans une forme de clause de revoyure, pour vous faire état de ce qui émane des forces politiques sur le projet de loi organique, pour refaire un point de situation politique générale d'ailleurs, y compris sur le calendrier. Peut-être qu'on aura progressé, peut-être que la situation aura bougé d'ici là, qui sait. En tout cas, je propose que nous nous revoyions parce que, à mes yeux, le processus, il est long. Il est long, le processus. Il nous engage jusqu'à la fin d'année. Ça veut dire qu'il y a des étapes. Et je me dis que stopper net le projet de loi organique, c'est fermer la porte. Parce que s'il n'y a plus de projet de loi constitutionnel, excusez-moi, c'est fermer la porte. Définitivement, on ne peut plus ramener personne à la table des discussions puisqu'il n'y a plus de table. En revanche, si on s'autorise eh bien, ce pari de la confiance en disant il y aura une prochaine étape à l'Assemblée nationale, et ensuite un congrès, un projet de loi organique, etc., eh bien, on se donne le temps aussi de voir si on a la capacité de faire revenir ce qui manque. Parce que c'est aussi l'objectif. C'est aussi l'objectif. Le FLNKS, d'abord, c'est auto-exclu de la séquence. Pas encore du processus, mais de la séquence, jusqu'ici. J'ai été transparente, j'ai à peu près tout mis sur la table pour comprendre ce qui n'allait pas, où est-ce qu'il fallait faire bouger les lignes, puisque quand on a reporté les élections provinciales, c'était effectivement avec le mandat des parlementaires d'aller éclairer, compléter, préciser. J'étais prête à ce que Bougival ne s'appelle plus Bougival et à ce qu'on reprenne une forme de discussion sur la base de ce qui avait été fait, parce qu'on ne jette pas des discussions comme ça quand elles ont réuni toutes les forces politiques. C'était le cas l'été dernier quand même. Mais moi j'étais prête à faire ce pas. Malheureusement, je ne peux pas le faire seule. Et le FLNKS en a décidé autrement. Des sujets de structuration interne qui sont légitimes à toute organisation, ce n'est pas le problème. Mais la difficulté, c'est qu'en attendant, 5 autres forces politiques s'engagent, des Calédoniens sur le territoire attendent et que nous ne pouvons pas rester en suspension ou en pause. C'est ça la difficulté. Donc je dis qu'il y a encore des étapes qui peuvent permettre au FLNKS de revenir dans les discussions s'ils le souhaitent. Encore une fois, la porte n'est pas fermée. Et je préfère qu'on donne la chance à ce processus qui existe, qui offre des perspectives, qui est un bon accord pour le territoire, parce qu'il apporte de la stabilité institutionnelle dans le compromis, et il offre des perspectives économiques et sociales très attendues, vous le savez, sur le territoire. Merci Madame la Présidente, j'ai cru entendre votre voix. Que vous dire Madame la Ministre? J'entends l'argument et l'explication théorique qui est la vôtre. Nous nous sommes exprimés, vous l'avez vu, dans Le Monde, le FLNKS nous a répondu, on essaye d'être constructif et de ramener à la table de négociation les 6 partenaires, en tout cas le partenaire manquant. Je pense que vous avez compris la stratégie qui était la nôtre et qui est pour nous un point de passage très important, même si nous savons les limites de la négociation avec le FLNKS. Nous ne sommes pas, je dirais, béats d'admiration sur ce qui s'est passé, je vous rassure. Par contre, vous laissez entendre qu'après la lecture qui aura lieu au Sénat et qui sera conclue d'un vote positif, les équilibres politiques sont connus à l'avance, il n'y a pas de doute en la matière, mais vous ne pouvez pas imaginer, en tout cas j'espère que vous n'imaginez pas un seul instant que cela se poursuivra dans de bonnes conditions à l'Assemblée nationale. Et que je pense qu'il serait, sinon coupable, en tout cas très dangereux,
de ne pas considérer cette réalité politique. Il y a une réalité politique, que nous le voulions ou non, qui s'imposera à nous et qui bloquera la machine. Et donc toute la question qui nous est posée, c'est ce que nous avons essayé d'exprimer avec nos collègues sénateurs, députés, socialistes, dans cette tribune, c'est d'imaginer tout de suite le plan B, pour ne pas nous retrouver dans le mur, brutalement, en klaxonnant, le 30 mars prochain. Quand nous avons fait les auditions avec Mme Agnès Canayer, je remercie vraiment la rapporteure pour son investissement sur un dossier extrêmement complexe. Nous avons, nous, complété nos auditions de manière parallèle, et non pas secrète, hein, je vous rassure, mais même des personnages importants qui ont signé les accords nous disent « mais on n'y arrivera pas ». On n'y arrivera pas. Et il faudra passer par la case élection prévue par le Conseil constitutionnel, acceptée par le Conseil constitutionnel au mois de juin. Et notre positionnement que nous allons exprimer, que nous vous exprimons aujourd'hui, que nous exprimerons lors de la discussion générale de la loi mardi prochain, que j'aurai l'occasion, et puisqu'il n'y a pas de secret, aussi d'exprimer demain dans les QAG auprès du Premier ministre, notre position c'est de dire, mais voilà, constatons qu'il y a une assemblée qui est composée de la manière que nous connaissons, qu'il faut lever l'obstacle et ne pas arrêter le processus démocratique et donc qu'on ait des élections, et qu'après ces élections, puisque le FLNKS s'est engagé ce matin même à revenir à table de négociation, on ne part pas de rien, qu'il n'y ait pas de malentendu. Nous croyons en Bougival. Nous croyons en Bougival. Nous voulons limiter certains aspects que vous avez d'ailleurs évoqués sur l'hyperprovincialisation liés à Élysée ou Dino. Donc nous aurons des amendements proposés lors du débat le 24 février. Nous croyons à Bougival beaucoup plus que sûrement le FLNKS, qui lui ne croit qu'à Deva. Donc nous savons quelles sont les limites de l'exercice. Il n'est pas question de passer Bougival par pertes et profits pour ce qui nous concerne. Je tiens à le préciser de manière très solennelle dans cette commission et dans cette audition. Mais face à l'obstacle insurmontable, potentiel et insurmontable de l'Assemblée nationale, nous voulons imaginer tout de suite un plan B pour éviter finalement de donner un spectacle catastrophique sur le sujet de la Nouvelle-Calédonie et finalement désespérer les habitants de Nouvelle-Calédonie sur la capacité des politiques hexagonaux à traiter leur sujet. Voilà, donc nous vous disons, oui, première étape, et ce sera un socle, voilà, ce sera un socle, le vote au Sénat, avec une position que nous déciderons pour ce qui nous concerne en début de semaine prochaine, au regard de l'évolution du dossier. Et après, eh bien, on reprend le cycle normal démocratique pour engager une nouvelle négociation, en ne partant pas de rien, mais en ramenant tout le monde à la maison. Merci. Madame la ministre, une réponse. Oui, merci Madame la Présidente. Monsieur le Président Caner, merci beaucoup de votre intervention. Je comprends en tout point l'intention qui est la vôtre. J'ai lu avec beaucoup d'attention la tribune que vous avez publiée. Vous y évoquez, d'abord vous redites l'intérêt de l'accord de Bougival, je vous en remercie, parce que les éléments de fond de cet accord sont importants. C'est important de redire qu'il y a des évolutions institutionnelles importantes, majeures pour le territoire. Vous y évoquez la voie originale qui a été empruntée, qui mérite effectivement qu'on s'y attarde. Et finalement, les difficultés que vous soulevez, je les partage. Ce que je ne partage pas, c'est effectivement l'issue à ces difficultés. Pourquoi? Parce que, bien sûr, je suis bien consciente de la réalité politique, qui est celle de l'Assemblée nationale, éminemment complexe, dans laquelle il est compliqué de manière générale d'aller trouver une majorité, et que sur le sujet calédonien, compte tenu effectivement de ce que j'ai lu, ce sera un exercice difficile. Mais dans la position qui est la mienne, Monsieur le Président, je suis obligée de prendre les étapes les unes après les autres. Et s'il y a une chance même infime que l'Assemblée nationale puisse voter ce texte, alors j'irai porter la voix de l'accord de Bougival, Élysée, Oudinot. Je le dois à ceux qui se sont engagés dans ces discussions.
qui ont été très courageux, qui ont pris des risques aussi pour leur vie. Les indépendantistes du Palika, mais pas seulement, les membres des loyalistes et du Rassemblement, voilà, qui ont pris leur courage à deux mains pour venir à Paris réexprimer leur soutien à un accord fragile. Oui, l'exercice sera compliqué, mais comme ministre, je continuerai auprès des députés à faire la pédagogie de cet accord et à interroger sur la suite. Parce que si ça n'est pas le processus actuel, que se passe-t-il? C'est vrai, et vous avez raison de poser la question, vous l'avez fait, de penser à ce qui arrive après. C'est le fameux plan B, Monsieur le Président Caner, que vous avez effectivement évoqué, la possibilité d'organiser du coup des élections à juin prochain. C'est quelque chose, c'est un des scénarios, effectivement, qui existent aujourd'hui. Si le processus tombe, on revient effectivement au droit commun. Mais il y a encore une chance que ce processus puisse aboutir, et je crois que c'est important, après le passage au Sénat, puisque vous serez tous amenés à prendre vos responsabilités, que les députés le fassent aussi. Ce sera aussi un moment de vérité à l'Assemblée nationale, un moment de vérité. Est-ce que l'Assemblée sera en capacité de débattre ou pas sur un sujet de cette importance? Ou est-ce qu'on fera face à des tentatives d'obstruction de la part de certains, ce qui ne serait évidemment pas à la hauteur des défis pour les Calédoniens. Mais il faut ce moment de vérité. Il faut ce moment de vérité par respect pour ceux qui se sont engagés et par respect, encore une fois, pour les Calédoniens qui méritent qu'on puisse leur offrir des perspectives. Et donc je prends, Monsieur le Président, les étapes les unes après les autres. Mais nous aurons bien sûr ce débat, y compris avec le Premier ministre, sur la date de ces élections, notamment la semaine prochaine, au moment de la séance publique. Merci, Monsieur Bitz. Merci Madame la Ministre pour ces échanges. Moi, j'ai quelques observations à formuler ce soir, et notamment sur le consensus. C'était le sens de mon intervention lors de la discussion générale la dernière fois qu'on en a parlé en séance. La Nouvelle-Calédonie n'a toujours avancé que par le consensus. Et aujourd'hui, ce consensus n'existe pas. C'est un fait. Il n'y a pas de consensus sur l'accord de Bougival, comme il n'y en avait pas sur DEVA. Alors l'État a reculé sur DEVA, maintenant reste sur Bougival, mais ce n'est pas là le sens de mon propos. Simplement de dire que ce consensus ne peut exister que dans la confiance. Et aujourd'hui, je me demande, lorsque vous appelez le partenaire qui n'est pas autour de la table à la rejoindre précisément, quels sont les éléments que vous mettez en avant, qu'est-ce que vous faites pour essayer de rétablir la confiance, parce que cette confiance, elle a quand même été abîmée depuis le maintien du 3e référendum. Je rappelle que ce 3e référendum du 12 septembre 2021 a été maintenu alors que la parole de l'État avait été donnée qu'il ne se déroulerait pas avant les élections présidentielles de 2018. C'était la parole du Premier ministre de l'époque qui ensuite n'a pas été respectée. Donc depuis ce moment-là, et à chaque fois qu'il y a eu un sujet, il y a eu, on va dire, rupture de la confiance. En tout cas, voilà, on peut prendre quelques exemples encore, mais je n'ai pas envie d'alourdir le propos ou d'insister là-dessus, mais aujourd'hui on est dans une situation de confiance qui est largement inexistante avec des partenaires importants sur le territoire. Donc comment rétablir cette confiance-là? Et lorsque vous dites on va continuer sur Bougival et coûte que coûte jusqu'à cette constitutionnalisation proposée de Bougival, j'ai peur que finalement ce soit encore perçu comme une forme d'entêtement dans une voie qui n'est pas celle du consensus propre à faire avancer le dossier calédonien. Et deuxième observation par rapport aux élections, et je reprendrai évidemment les propos de notre collègue Corinne Narassiguin sur ce 4e report. Alors, il se trouve que je siège à l'Assemblée parlementaire du Conseil de l'Europe où il y a 15 jours, en plénière, nous avons adopté une résolution sur le maintien des élections en temps de crise, pour dire qu'il y a toujours une bonne raison, on va dire, pour ne pas tenir les élections en temps et en heure. Et par rapport aux montées
on va dire, des régimes illibéraux en Europe, il y a eu une prise de position très forte de l'Assemblée parlementaire du Conseil de l'Europe sur ce sujet-là. Et moi, véritablement, ça m'inquiète, parce que d'abord, c'est quand même ce que tout le monde a dit lors du dernier report, du 3e report, y compris le gouvernement, en disant c'est le dernier. Tout le monde a juré la main sur le cœur que c'était le dernier. Or, boum, il y en a aujourd'hui un nouveau qui est proposé. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il n'y aura pas d'élection tant que on n'aboutit pas à un processus définitif, enfin, à un accord définitif. Ça veut dire quoi? On remet, c'est quoi le terme, on va dire, du mandat des actuels élus? Comment on fait pour sortir de ça? Et lorsque vous indiquez que vous souhaitez poursuivre les négociations avec ceux qui les ont commencées, moi je veux bien, mais aujourd'hui, ceux que vous avez en face de vous, enfin autour de vous, autour de la table, ont perdu une grande part de leur légitimité démocratique. Et chaque mois qui passe affaiblit leur légitimité démocratique. Donc à un moment donné, il serait quand même bon de retourner devant les électeurs et de s'assurer effectivement, à l'occasion de ces élections, que tout le monde est bien légitime et porte des aspirations légitimes, les aspirations légitimes des Calédoniens. Donc voilà, première question, c'est que faire et comment faire pour rétablir la confiance, parce que sans consensus, il n'y aura pas de paix durable en Nouvelle-Calédonie. Et deuxième observation, là vraiment, sur ce 4e report que tout le monde a repoussé, y compris le gouvernement, lors du dernier débat que nous avons eu, ce dernier report me paraît porteur de choses qui ne sont pas bonnes, qui sont aujourd'hui fortement découragées au niveau du Conseil de l'Europe, le Conseil de l'Europe qui est quand même aussi un point de repère. Je ne dis pas qu'on a toujours raison sur tout, mais c'est quand même un point de repère et de vigilance à avoir sur l'évolution de nos démocraties. Merci beaucoup, monsieur le sénateur Bitz. Sur le consensus, quand je regarde l'histoire des accords en Calédonie, je fais le constat que les accords de Matignon-Dino, les accords de Nouméa, n'ont jamais été des accords parfaits, qui ont été vivement contestés, et surtout, je vois que l'état ou la configuration politique n'est plus la même. Nous avions 2 délégations, aujourd'hui il faut traiter avec 6 forces politiques, 6, ce qui complique éminemment la tâche. Et donc, vous comprendrez que la problématique n'est pas tout à fait la même. Il est plus difficile aujourd'hui, pour le dire autrement, il est plus difficile aujourd'hui d'avoir ce consensus ou cette unanimité en réalité, en tout cas ce consensus calédonien qui voudrait que la force FLNKS participe à l'accord, que ça n'était à une certaine époque. Et puis, ça n'exclut pas, pour moi, la question de la confiance. Moi, quand je suis arrivée au ministère, j'ai tenté de renouer. J'entends un certain nombre de critiques fondées de la part du FLNKS, sur cette rupture du lien, sur cette difficulté, justement, à revenir, cette défiance aussi qui s'est installée. Ce que j'avais à offrir, c'était la transparence totale. Je me suis efforcée auprès des délégations que j'ai auditionnées ou que j'ai rencontrées, à dire ce qui était la situation, à dire voilà où les 5 autres forces politiques souhaitent aller. Et je pose ça sur la table, dites-moi ce que vous en pensez. Et comment est-ce qu'on peut faire en sorte que vous puissiez vous-même vous exprimer, nous dire ce qui ne va pas, ce qu'il faut éventuellement compléter, préciser, etc. Et donc tenter de renouer ce lien de confiance, je crois qu'il l'a été, mais qui n'empêche pas qu'il y ait des divergences de vues encore aujourd'hui. Il faut de la réciprocité, encore une fois. Moi, je suis prête à entendre ce que le FLNKS a à dire, pourvu qu'il ait quelque chose à dire, concrètement, sur ce processus. C'est ça qui est important. Toutes les forces politiques ont été amenées à se positionner. Des sujets de fond ont émergé sur l'identité kanak, l'exercice au droit à l'autodétermination, la nécessité d'avoir un comité de suivi, sur la décolonisation, sur l'exercice, sur le transfert des compétences régaliennes.
Et nous avions besoin d'entendre le FLNKS se positionner également, ce qu'il n'a pas fait. Et donc, c'est compliqué quand la chaise est vide. Et je ne peux évidemment pas me substituer, et vous m'en voudriez de parler évidemment à la place du FLNKS, et vous auriez raison, ça dépend d'eux, ça ne dépend que d'eux aujourd'hui. Je sais qu'une délégation est à Paris, que je souhaite rencontrer. Je lance à nouveau un appel. À ce stade, je n'ai pas de retour. Et je pense que c'est important qu'on puisse les entendre et qu'on ne parle pas à leur place précisément. Sur le fait de tenir les élections, dernier report ou pas, alors, aujourd'hui, il n'y a plus d'autre configuration que celle que nous connaissons en réalité, c'est-à-dire soit ce qu'ont négocié les partenaires entre eux, décembre, soit la limite qui avait été fixée par le Conseil constitutionnel à juin. Il n'y a pas d'autre configuration, il n'y a pas d'autre scénario dans lequel il y aurait une autre date, sauf si tout le monde, sauf si les 6 forces politiques se mettent d'accord sur encore autre chose, mais c'est un cas de figure, bon, vous avez compris. Ce report des élections à la fin de l'année, c'est, pardon de le dire comme ça, mais presque ça a été une variable d'ajustement. C'est parce que les partenaires calédoniens se sont mis d'accord sur un processus qui démarrait à partir de février, parce que l'accord a été signé mi-janvier. Donc à partir de février, nous pouvions commencer à examiner un projet de loi constitutionnelle au Sénat, puis enjamber les municipales, et donc nous retrouver en avril, etc., qui fait que les élections provinciales se retrouvent à la fin de l'année, pour les raisons que j'ai décrites tout à l'heure. Ça n'est évidemment pas un report de convenance. Ça s'explique par tout le processus qui a été engagé. Et je comprends bien la critique qui est faite à l'extérieur, qui consiste à dire ça fait 2 ans. Effectivement, ça n'est pas la marche normale de la démocratie, mais ça s'explique. Le report que vous avez vous-même voté à l'automne dernier ou à l'été dernier a permis que nous reprenions la discussion. Le report sur lequel les partenaires se sont mis d'accord doit permettre de fermer cette séquence institutionnelle. C'est comme ça que ça a été conçu et nous y avons beaucoup réfléchi et nous ne voyons pas d'autre alternative. Mes chers collègues, si personne ne veut plus la parole, commencez par moi. Nous allons remercier Madame la Ministre et la laisser partir. Merci Madame la Ministre.